Eh bien, bonsoir et bienvenue sur Divergence Politique. Alors, nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de la Serbie, on va parler d'OTAN, on va parler des 26 ans, malheureusement, du bombardement de Belgrade avec Nikola Mirković, bien entendu. Mais avant ça, vous le voyez, sur le côté, il y a un petit cœur, il y a un petit bonhomme +1, il y a une petite cloche. Ça veut dire c'est un message et pas subliminal. Ça veut dire, s'il vous plaît, c'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne, ça c'est le petit +1. Faites des likes s'il vous plaît sur les vidéos, ça nous permet d'avoir un meilleur référencement et puis activez la cloche justement pour ne louper aucun prochain passage, notamment de Nikola Mirković et de tous nos autres invités. Alors, vous le voyez, nous avions hier Jean-Frédéric Poisson, nous aurons demain, dimanche soir, le 30e épisode de Divergence Politique avec Xavier Moreau. Vous aurez en début de semaine prochaine Jacques Sapir et Laurent Ozon. Il y a plein de choses à suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout de suite. Eh bien, générique. Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Eh bien, en parlant de résistant, Nikola Mirković, bonsoir. Comment vas-tu, Nicolas? Bonsoir, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup, Alexis. Je suis ravi de t'avoir au téléphone parce que notre très cher président disait « Nous sommes en guerre ». Il y a 26 ans, malheureusement, nous étions en guerre, une guerre injuste que l'on va rappeler avec toi. C'était exactement le 26 mars, c'est ça, le 24 mars 1999. Les États-Unis et l'OTAN bombardaient Belgrade. Nicolas, est-ce que tu peux nous faire le rappel historique? Oui, je pense que c'est un élément qui est fondamental si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. À cette époque-là, il y avait déjà tout au long des années 90 une volonté des atlantistes, notamment des États-Unis, de démanteler la Yougoslavie. Pourquoi? Parce que la Yougoslavie avait une volonté d'indépendance, tout simplement par rapport au grand bloc. Le positionnement de la Yougoslavie était un positionnement de non-aligné, suite à la conférence de Bandung avec d'autres pays dans le monde qui ne voulaient pas rejoindre ni le bloc américain ni le bloc soviétique. Et la Yougoslavie, à un moment même où le bloc communiste était en train de s'effriter en Europe, après la fin de l'URSS le 25 décembre 1991, voit d'anciens pays, on pourrait dire frères pour certains, socialistes rejoindre progressivement l'OTAN, la construction européenne et in fine l'Union européenne. Et Belgrade ne voulait pas ça. Le problème est que les États-Unis n'avaient pas une vision d'une Europe qui puisse être composée de pays non alignés sur l'atlantisme, sur Washington. N'oublions pas que l'Union européenne est en partie une construction américaine. Eric Branca l'explique très bien dans son livre, je l'explique un peu également dans le mien. Zbigniew Brzezinski part de l'Europe comme d'un protectorat américain, et avoir cette espèce de pays de 20 millions d'habitants qui résiste était un problème. Et tout au long des années 90, les atlantistes, au lieu de chercher la paix entre les différents peuples yougoslaves et voir s'il fallait maintenir la Yougoslavie telle qu'elle, la concevoir autrement, ou alors procéder à une sécession de différentes républiques en respectant le droit yougoslave et le droit international, et bien, au lieu de faire ça, ces atlantistes ont cherché la guerre. Une guerre qui a été assez coûteuse pour l'ensemble des peuples des Balkans. En 1980, pendant ce temps-là, il ne se passe pas grand-chose au Kosovo. Or, depuis longtemps, il y avait un problème au Kosovo. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire du Kosovo, mais dès début des années 70, 80, et puis plus tard dans les années 80, il y avait un mouvement séparatiste albanais au Kosovo et en Metochi qui était assez important. Si vous lisiez Le Monde au début des années 80,
eh bien, vous auriez pu lire, enfin, vous pouvez lire, même encore aujourd'hui, des articles qui parlent du racisme dont sont victimes les Serbes, des attaques dont les Serbes sont victimes au Kosovo. Les Albanais, une partie des Albanais, donc, décident de prendre les armes pour réclamer leur indépendance. Donc, cette guerre, on va dire, cette demande d'indépendance va s'accélérer après la dislocation de la Yougoslavie. C'est ça ce qui est intéressant. Pendant qu'il y a des guerres entre bosniaques musulmans, serbes, croates, eh bien, les terroristes albanais eh bien, ne bougent pas trop. Mais dès que la guerre est terminée entre, on va dire, entre ces différentes républiques, les Albanais du Kosovo vont commencer à passer à l'acte et vont donc attaquer massivement tout ce qui représente les institutions yougoslaves. Et ils ne vont pas hésiter à s'attaquer aussi à de nombreux Albanais qui eux-mêmes n'étaient pas alignés sur l'indépendantisme, qui voulaient rester yougoslaves, qui collaboraient avec les Serbes et les autres ethnies de la Yougoslavie. Cette pression est montée crescendo. Il y a eu plus d'un millier de 1000 attaques en 1998. Le représentant de Bill Clinton dans les Balkans, Robert Gelbard, parle lui-même de l'UCK, donc qui est le mouvement nationaliste, indépendantiste albanais, comme d'un mouvement terroriste à la fin des années 90. Et pour lutter contre cette guérilla, l'armée yougoslave envoie l'armée. Parce qu'il y a clairement des groupes armés qui sont en train d'attaquer des institutions yougoslaves. Il y a des morts, de nombreux morts, des Albanais, des Serbes, toute personne estimée ennemie du mouvement de nationalistes albanais du Kosovo. On sait aujourd'hui que ce mouvement terroriste a été financé, soutenu, armé par les atlantistes. Il y a eu même malheureusement l'armée française a participé à cela, l'armée américaine, britannique, les Allemands ont aidé ce mouvement. Donc ça montre, ça souligne l'ingérence des États atlantistes dans les affaires intérieures de pays souverains, ce qui est complètement interdit par la Convention de Genève, la charte de l'ONU. Et les Yougoslaves envoient donc l'armée, et il y a évidemment des batailles, des escarmouches, des combats entre l'armée régulière yougoslave et l'UCK à travers cette petite province qui fait 11 000 km². Il y a des volontés de négociation avec plusieurs, on va dire, factions, parce que les Albanais ne sont pas tous une grande famille avec tout le monde qui pense de la même manière. Il y a ceux qui voulaient rester yougoslaves, il y a ceux qui voulaient une négociation par la paix, il y a ceux qui voulaient prendre le pouvoir par les armes. Et les atlantistes ont choisi, contre toute attente, de miser sur ceux qui avaient pris les armes. Évidemment, c'était les atlantistes qu'ils avaient armés, qu'ils avaient financés. L'objectif n'était pas du tout de tomber sur un accord à l'amiable. L'objectif était de détruire tout ce qui restait de la Yougoslavie pour éviter qu'il y ait autre chose que des pays atlantistes en Europe, puisque c'était le protectorat américain. Au bout d'un moment, les atlantistes ont dit que cette situation ne pouvait pas continuer, alors que ces mêmes atlantistes n'avaient rien dit quand il y avait une guerre civile en Irlande du Nord entre l'armée britannique et l'IRA. Ces mêmes atlantistes n'ont rien dit quand un autre membre de l'OTAN, la Turquie, avait pris les armes contre les indépendantistes kurdes. Je rappelle que dans les années 80, il y a eu plus de 30 000 morts. Les atlantistes n'ont rien dit. Il y a de nombreux conflits en Afrique dans lesquels les atlantistes ont pris parti, mais n'ont pas décidé d'aller plus loin que ce qu'ils vont faire au Kosovo et en Métochie. Et là, tout d'un coup, ils disent que c'est scandaleux, qu'on ne peut pas tolérer qu'un État souverain lutte contre des mouvements terroristes. Alors évidemment, on ne pourrait pas dire que c'est un mouvement terroriste. Donc, ils changent la rhétorique. Ils changent ce que Gelbard, qui était l'envoyé spécial, avait dit. Ce n'est plus un mouvement terroriste. Et maintenant, évidemment, ça devient un mouvement de libération nationale. Alors, ça change tout. À force de grands coups de propagande médiatique, de nouveau, l'armée yougoslave, la Yougoslavie, qui avait été vilipendée pendant toutes les années, toute la décennie 90, continue à se faire traîner dans la boue par les médias. Et on arrive au début de 1999, où on voit qu'il y a une espèce enfin, la tension continue de monter, puisqu'il y a ces escarmouches. Il y a différents accords pour faire entrer l'ONU, des forces d'imposition qui vont monitorer le Kosovo et la Métochie.
enfin, on le sait maintenant que ces forces étaient là donc pour regarder ce qui se passait. Elles ne prenaient pas des armes, mais on sait qu'elles étaient pilotées par un William Walker, qui est une barbouze américaine qui donnait les informations sur les positions de l'armée yougoslave aux terroristes albanais. Et on a en 1900, donc début mars 1999, un montage. Je fais référence au terme employé par Vladimir Volkov, où ce même Walker va essayer de faire croire au monde entier qu'il y a eu un massacre d'Albanais. La réalité, c'était que c'était une bataille de plus. Il y en a eu des centaines de batailles sur cette période-là, entre l'armée régulière yougoslave et des militants de l'UÇK. Les militants de l'UÇK plusieurs dizaines ont été tués dans un combat, on va dire, armé. Sauf que Walker et des propagandistes de l'UÇK vont faire croire qu'il s'agissait d'une attaque contre des civils. Évidemment, les médias, comme on sait maintenant, je l'explique dans mon livre L'Amérique Empire, dans les 5 M, les médias vont prendre cet événement terrible, mais qui est un événement de guerre. Ils vont le détourner, ils vont le transformer, ils vont dire que l'armée yougoslave massacre des civils, et ça va être répandu dans le monde entier, enfin dans les pays atlantistes. Et le 24 mars du même mois, l'OTAN va illégalement, alors qu'ils sont prêts à négocier, alors que Belgrade a envie de négocier, va se servir de cet événement-là et d'autres pour attaquer illégalement la Yougoslavie pendant 78 jours. Voilà, 78 jours, en bombardant, pas exclusivement, mais majoritairement, l'infrastructure civile serbe. Les ponts, les écoles, les usines, des aéroports, un centre de pédiatrie, un hôpital, l'ambassade de Chine, au hasard, loin de la zone de combat. Il y avait 2000 morts, on estime aujourd'hui, je prends les chiffres d'une étude américaine, donc encore à prendre avec des pincettes, mais on peut les prendre, ces chiffres-là. Je pense que ce n'est pas trop loin de la réalité. Il y avait 2000 morts avant de tous côtés, hein, aussi bien du côté yougoslave, serbe, albanais. Il y avait 2000 morts avant l'intervention de l'OTAN. Il y en a eu, on comptabilisera plus de 10 000 à la fin de l'intervention de l'OTAN. L'OTAN a même bombardé des colonnes de réfugiés albanais. Bref, ça c'était de manière complètement illégale. La Yougoslavie a résisté héroïquement, franchement. C'était un geste qui n'était pas évident. L'OTAN pensait que les Serbes allaient vouloir demander une reddition immédiate. Or, c'était mal connaître l'histoire du peuple serbe, qui n'étaient pas tous forcément pro-Milosevic, mais qui étaient clairement tous contre l'invasion d'un occupant étranger. L'histoire serbe l'a démontré que c'était un sujet qui est assez sensible. Et pendant 78 jours, le peuple serbe a résisté en occupant les ponts, en faisant des manifestations, en créant des espèces de fausses pistes. L'OTAN a bombardé très peu de cibles militaires yougoslaves. L'armée yougoslave a même réussi à descendre un avion furtif, soi-disant invisible, de l'armée de l'air américaine. Mais évidemment, c'était le pot de fer contre le pot de terre. Au bout d'un moment, Milosevic a dû, à Kumanovo, signer la fin de la guerre avec l'OTAN, qui en a profité pour mettre 40 000 soldats au Kosovo et en Metochi, et en laissant la Serbie pas en ruine, mais avec beaucoup de cicatrices de ces 78 jours de bombardement. Et je souligne juste aussi que non seulement de très nombreuses infrastructures ont été détruites, mais on estime entre 500, qui est le chiffre américain, et 2000, qui est le chiffre serbe, de morts, essentiellement des civils, beaucoup de civils serbes, même albanais, comme je le disais tout à l'heure. Et l'OTAN a utilisé des armements, des munitions à uranium appauvri, donc qui polluent encore le sol de cette terre aujourd'hui. Alors, avant de parler d'aujourd'hui, en 2025, revenons un petit peu historiquement. Qu'est-ce qui se passe pour la Yougoslavie et donc pour la Serbie post-renoncement de Milosevic? Quelles sont les conséquences de ces 80 jours? Qu'est-ce qui advient du pays? Le pays va évidemment mal. N'oublions pas qu'il y a eu aussi quasiment 10 ans de sanctions
Ces sanctions qui sont de véritables crimes de guerre, parce que pendant les sanctions, vous ne pouvez pas vous approvisionner en nourriture, en produits pharmaceutiques, en ressources naturelles. Donc, le pays est appauvri. Alors, vous savez, c'est un cercle vicieux. On dit, regardez, le pays, il est pauvre, c'est un dictateur qui est à la place, mais on oublie de dire qu'il y avait des sanctions qui ont lourdement appauvri le pays. Tout de suite après ce bombardement, la Yougoslavie doit se reconstruire. Elle a un couteau sous la gorge. Elle a l'OTAN qui a 40 000 soldats qui occupent sa province méridionale. Et elle a très peu d'amis sur la scène internationale. Et peu de pays sont venus au secours de la Yougoslavie parce qu'en 1999, personne ne peut faire face à l'OTAN. La Russie tape du poing sur la table au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle critique l'attaque de l'OTAN, mais elle n'a pas moyen de faire face. La Chine ne peut rien faire, n'oublions pas même. Enfin, je pense que la Chine a dû aider la Yougoslavie et pour comment dire, cette intervention, l'OTAN a bombardé son ambassade. Ça, les Chinois ne l'ont pas oublié. Hein. Et en plus, l'OTAN a dit que c'était une erreur, ce qui est vraiment très, très, très risible. Donc, la Yougoslavie est seule au monde, craint évidemment pour son avenir. Quelques années plus tard, une espèce de faux référendum va être organisé pour démanteler encore plus la Yougoslavie, pour lui retirer le Monténégro et donc du coup lui retirer, alors que c'est une terre serbe, lui retirer l'accès à la mer Méditerranée. Et ça met un poids considérable sur la Yougoslavie. La Cour internationale de justice de La Haye veut traduire de nombreux Serbes pour des crimes de guerre. Milosevic va être plusieurs années plus tard arrêté. Il aura passé 6 ans en prison sans qu'on ait démontré son implication dans une quelconque affaire de crimes de guerre. Il mourra dans des circonstances surprenantes, mais en tout cas inattendues, en prison. Et il y aura en 2000 une révolution de couleur, début des années 2000, une révolution de couleur organisée par les mêmes officines de Soros, des ONG américaines qu'on verra tout au long des années 2000, actives en Ukraine, en Kyrgyzstan, en Géorgie, ailleurs en Europe, qu'on avait vu auparavant, mais de manière moins visible en Amérique latine, en Afrique, et qui vont essayer de mettre en place un gouvernement pro-atlantiste. C'était ça le but. Une fois que la Yougoslavie était démantelée, vous perdiez cette puissance de 20 millions d'habitants qui avaient leur propre industrie, leur propre agriculture, qui avaient une justification au niveau de l'histoire. N'oublions pas que c'est les Slaves du Sud se sont réunis, c'était pour faire face justement aux menaces de l'Empire ottoman, mais aussi plus tard dans l'histoire de l'Empire austro-hongrois ou des Allemands. Et au lieu d'avoir ce pays de 20 millions qui avait du mal à survivre, il y avait quand même les années du titisme n'ont pas fait que du bien à la Yougoslavie. Bien, on n'avait que des pays qui étaient divisés et progressivement les anciennes républiques de la Yougoslavie, à part la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, rentrent dans l'OTAN. C'est-à-dire que, in fine, les atlantistes ont réussi ce qu'ils voulaient. Ils ont détruit un pays illégalement et ils ont fait rentrer des petits pays qui vont de 600 000 habitants à quelques 6 millions d'habitants et ils sont tous dans l'OTAN. Donc, ils sont tous faibles au sein de l'OTAN et donc complètement contrôlés par Bruxelles et Washington aujourd'hui. Seule la Serbie résiste, mais avec beaucoup de difficultés. Alors, ça va être notre dernier point de ce podcast, justement sur cet anniversaire tragique des 26 ans. Qu'est-ce qu'on doit, 26 ans plus tard, tirer comme leçon? Tu le rappelais en début de cette interview, il y a des répercussions aujourd'hui sur ce qui s'est passé il y a 26 ans. Quelles sont-elles et véritablement, quel est l'impact de ce qui s'est passé sur les années que nous vivons désormais? Les Américains et les Atlantistes, et je rappelle que malheureusement la France a participé à ces bombardements illégaux, et je mène des conférences régulièrement en France, et il n'y a quasiment pas une conférence où je n'ai pas un militaire français qui vient me voir en me disant qu'il est désolé pour ce qu'il a fait, qu'il ne savait pas qu'à l'époque il avait été victime de propagande, qu'on lui avait expliqué qu'il y avait d'un côté des méchants Serbes et des gentils Albanais, et qu'il regrette. Donc il regrette. Malheureusement, c'est trop tard. Enfin, c'est mieux de regretter que d'en être fier. Évidemment, cette attaque a ouvert la boîte de Pandore de l'instabilité, non seulement dans les Balkans, mais dans toute l'Europe. À partir du moment où une puissance ou une organisation internationale se donne le droit
de redéfinir les frontières d'un pays, que ce pays soit membre de l'ONU, un pays européen, un pays qui a signé l'acte final des accords d'Helsinki. Il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu attendre quasiment les années 70 pour que les pays européens se mettent d'accord sur leurs frontières. À partir du moment où l'OTAN, les États-Unis et une partie des pays européens, je rappelle que 5 pays européens ne reconnaissent pas l'existence du Kosovo et de la Métouchi indépendante, à partir du moment où ils avaient fait cela, il était évident que d'autres pays allaient se dire, si une partie du monde ne respecte pas les accords que nous avions dans les années 70, pourquoi est-ce que je devrais les respecter moi ? Et je pense que si aujourd'hui on repart de guerre, c'est même sûr, si on repart de guerre en Europe aujourd'hui, c'est bien parce que l'OTAN a cru à la chute de l'URSS qu'elle allait pouvoir faire ce qu'elle voulait du reste de l'Europe et du reste du monde, qu'elle s'est dit qu'il n'y aurait aucune répercussion pour elle et que c'est pour ça qu'elle s'est permis d'attaquer illégalement. N'oublions pas qu'aucun responsable militaire ou politique d'un pays membre de l'OTAN n'a été jugé pour les crimes de guerre, n'a été jugé pour l'illégalité de l'attaque de l'OTAN, aucun. Donc, à partir du moment où ils pensaient qu'ils étaient dans l'impunité, ils pensaient qu'ils pourraient continuer comme ça jusqu'au fin fond de l'Asie. Or, la situation a changé. Or, aujourd'hui, l'OTAN n'est pas ce monstre aussi puissant qu'on pensait. Frapper la Yougoslavie ou frapper l'Afghanistan, c'était peut-être facile. Et encore, s'occuper de plus gros morceaux comme la Russie ou la Chine, qui sont des puissances nucléaires, c'est autrement plus difficile. Or, Russes et Chinois disent, mais attendez, si vous voulez revoir les frontières, il n'y a pas de raison qu'on ne les revoie pas nous-mêmes. Et ça, c'était la boîte de Pandore qui était arrivée, qui a été ouverte suite au bombardement de l'OTAN en ex-Yougoslavie. Et ça, je pense que maintenant, on a l'arroseur qui est arrosé. Alors, on pourrait en rigoler, si ce n'est qu'on est en train de parler de la vie de centaines de milliers, voire de millions de personnes, et qu'on ne sait pas où est-ce que ça s'arrêtera. Donc, l'OTAN a joué avec le feu et maintenant, elle est en train de se brûler les doigts. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et je pense qu'on doit rappeler les crimes commis par l'OTAN et exiger que des responsables soient jugés. Je pense qu'on ne peut pas juste dire c'était à 26 ans, on oublie. Il y a de nombreux responsables qui sont encore en vie aujourd'hui qui doivent être jugés pour ces agressions illégales. Et on doit rappeler au monde entier la responsabilité de l'OTAN dans la déstabilisation de l'Europe et dans la déstabilisation qui a mené jusqu'à la guerre en Ukraine, parce que n'oublions pas que ce sont les mêmes méthodes d'ingérence illégale dans un pays souverain, ce que les atlantistes ont fait en Ukraine, qui ont mené à la guerre en Ukraine. Donc au bout d'un moment, il faut dire stop, ça c'est clair, mais il faut aussi tenir les responsables, il faut juger les responsables. Et ça, c'est les pays membres de l'OTAN, les peuples dont les pays qui font partie de pays membres de l'OTAN, doivent rappeler cette injustice et rappeler qu'il faut juger les criminels de nos propres pays. Nicolas Mirkovic, 1000 fois merci. Je suis véritablement heureux qu'on ait pu aborder ce sujet. Je sais que c'est un sujet, bien entendu, évidemment, qui te tient à cœur, qui tient à cœur à beaucoup de monde et qui est peu parlé finalement dans les médias de grand chemin ou même sur certains canaux, je dirais plus confidentiels comme le nôtre. Donc, c'était vraiment important pour Divergence Politique qu'on aborde cette question avec toi et ton expertise. Je pense que c'est quelque chose qui permet de véritablement de comprendre le sujet qui est un sujet extrêmement complexe. Je rappelle également que tu en parlais justement, tu parlais des livres que tu as écrits et qui sont extrêmement intéressants pour comprendre tout ce qui se passe actuellement. Tu as rappelé l'Amérique Empire. Je pourrais parler également, puisqu'on parle du sujet du martyr du Kosovo que tu as écrit. Voilà, tous ces livres qu'il faut absolument lire pour comprendre le passé et puis comprendre surtout notre présent. Nicolas Mirkovic, 1000 fois merci. Dernier petit mot pour ton association. Je sais que tu as plein d'opérations en cours. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Oui, vite fait, on mène notre première mission humanitaire en Roumanie. Donc, on a une équipe qui est sur place en ce moment même, qui aide des familles défavorisées, abandonnées. C'est pas parce que la Roumanie est rentrée dans l'Union européenne aujourd'hui qu'il y a eu un ruissellement. L'argent qui arrive en Roumanie de la part de d'autres pays de l'Union européenne n'arrive pas à financer les plus pauvres. Alors, je sais, on ne peut pas aider les pauvres du monde entier, mais dans l'objectif de notre association est de rassembler l'Ouest et l'Est de l'Europe, parce que nous croyons que nous avons quand même quelque chose à faire ensemble en tant qu'Européens, même si ce n'est pas au sein de l'Union européenne. Donc, on est en train de mener cette première mission. On va faire un compte-rendu
de missions dès le retour de l'équipe sur place. Et puis, on prépare nos futures missions également au Donbass et ailleurs en Europe de l'Est pour rapprocher les Européens en dehors du modèle atlantiste. Voilà, donc le lien pour l'association sera dans le descriptif de cette vidéo. Je rappelle que toute association, et notamment celle que Nicolas préside et qui fait un travail exemplaire, a besoin de votre soutien, de vos dons. Donc n'hésitez pas. Les dons sont qui plus est exonérés fiscalement pour tout ou partie en tout cas. Donc n'hésitez pas à faire un don. Le lien de l'association est en descriptif. Nicolas, à très vite, bien entendu, sur Divergence Politique. C'est ta maison. Et à vous toutes et tous, à très bientôt. Donc, je vous le dis demain, Xavier Moreau pour la 30e de Divergence, le 30e épisode, semaine prochaine, Laurent Ozon, Jacques Sapir pour commencer le début de semaine. Bon, ça va être pas mal déjà. Et puis, on se dit à très vite sur Divergence Politique. Merci Nicolas. Merci Alexis, à bientôt.